Platine Web t'emmène au cinéma. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Platine Web TV pour notre dernier rendez-vous à l'occasion de ce 50e FEMA, la 50e édition du Festival La Rochelle Cinéma, avec, et j'en suis très heureux, eh bien on finit avec Patrick Devers pour ce doc, Patrick Devers mon héros, documentaire réalisé par Alexandre Moix, avec bien sûr l'autorisation, la voix et le projet qui lui a plu de Lola Devers, la fille de Patrick Devers. À l'intérieur de ce film, on retrouvera Bertrand Blier, Jean-Jacques Hano, que l'on va retrouver après Lelouch, et Brigitte Fossé, entre autres. Jean-Jacques Hano, quelques films, La Victoire en chantant, et puis Coup de tête en 79, La Gare du Feu, Le Nom de la Rose, L'Ours, L'Amant, et en 2022, Notre-Dame brûle. Voilà pour ce grand moment que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez suivi, que vous avez apprécié tous les reportages que l'on a fait sur le FEMA. J'en profite pour remercier d'ailleurs toute l'équipe de la 50e édition du Festival La Rochelle Cinéma de nous avoir fait confiance. Je vous souhaite un bon moment avec Patrick Devers, non pas avec le film que vous n'aurez pas, mais entre les deux, eh bien vous aurez une petite surprise. Merci d'être avec nous, vous êtes sur Platine Web TV. Vous le savez, cette année, nous avons célébré les actrices, les acteurs, avec une rétrospective consacrée à Audrey Hepburn, un grand hommage à Alain Delon. Hier, une journée en compagnie de Brad Pitt. Et puis aujourd'hui, une journée en mémoire de Patrick Devers, qui est un acteur qui a été vraiment une comète dans le cinéma français de la fin des années 70, début des années 80, qui nous manque beaucoup et à qui nous souhaitions rendre hommage, puisque ce sont les 40 ans de sa disparition. Vous allez découvrir un documentaire extrêmement émouvant, raconté par sa fille, Lola, et réalisé par Alexandre Moix, que je remercie, qu'on peut applaudir. C'est l'avant-première en amont de la diffusion qui aura lieu à la rentrée sur quelle chaîne, je ne sais plus. France Télé. Sur France Télévisions, voilà. En prime time, donc projet de diffusion début octobre. Voilà, donc n'hésitez pas à le revoir évidemment sur France Télévisions. Et je remercie également dans la salle Jean-Jacques Hano, qu'on peut applaudir aussi. On est très heureux d'accueillir pour la première fois au festival, qui présentera tout à l'heure Coup de tête, et que vous allez voir, puisque c'était un ami de Patrick Devers, donc vous allez le retrouver dans ce documentaire sur grand écran. Donc merci beaucoup Alexandre. La rencontre sera suivie la projection, pardon, je suis fatiguée, d'une rencontre animée par Luc Lavacherie, qui est le responsable du cinéma ici, à la Coursive. Merci beaucoup et belle séance. Voilà, mesdames, messieurs, on se retrouve après la projection. D'être ici parmi vous. Merci beaucoup au Festival de La Rochelle de m'accueillir et surtout d'accueillir Patrick Devers, puisque voilà, ça va faire 40 ans qu'il nous a quittés et je trouvais important qu'on puisse à nouveau le voir et peut-être continuer de l'apprécier dans ses films. Et là, vous allez voir un film qui va vraiment dans l'intimité de Patrick Devers. Et j'espère que ça va vous donner envie de revoir ces films, de découvrir ou redécouvrir. Bonne projection, puis on se retrouve. On vous retrouve en grande salle à 14h15 pour Coup de tête. À tout à l'heure. Papa, j'ai longtemps porté en moi le mystère de ta mort. 40 ans que les gens se posent la même question. Pourquoi Patrick Devers s'est-il suicidé ? Je lève mon verre au tas d'ordures qui m'entourent. Il y a de quoi remplir une sacrée poubelle. Ils faisaient partie de ces très 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 grands qui, à un moment donné, cherchent à battre leur propre record. Ça a basculé en une seconde.
Allô? Ça me ferait plaisir de penser que les gens, dans 50 ans, décident que j'ai un acteur formidable. Ça me ferait vraiment plaisir. Patrick, il fait partie des mythes. Tu peux pas échapper à ton destin. Si, je veux échapper à ça. J'ai fait souvent ce rêve étrange et pénétrant d'une femme inconnue et que j'aime. Tu roules les mécaniques, mais t'as un grand sentiment. C'était quelqu'un qui avait de la douleur, qui avait un gros paquet à porter. Donc là, la drogue aide. Il a porté sa souffrance toute sa vie. Patrick, c'était un vrai. Il y avait quelque chose de rimbaldien chez Patrick. Il faut que je devienne un mec moche, il faut que j'ai une sale tête, il faut que je m'abîme. Peut-être que comme ça, je deviendrai un acteur plus intéressant. On ne peut pas vivre toute sa vie comme ça, c'est trop dur. Mais en même temps, ça fait de lui le grand poète-acteur qu'il a été. Aujourd'hui, les masques sont tombés. Je sais tout. Nous allons... Alors je vous demande encore une fois d'applaudir. Vraiment... Bravo. Donc, comme promis, on va échanger ensemble autour de ce film et Patrick Devers et également avec Jean-Jacques Hano. Je vous demande aussi d'accueillir. Alors Alexandre, je commence encore une fois par vous féliciter pour ce film, parce que vous restituez au public toute la complexité de l'existence et du talent de Patrick Devers, qui est un acteur qui a touché tous les Français qui aiment le cinéma, et qui est resté une énigme pour beaucoup, et sans doute pour vous d'ailleurs, puisque vous aviez commencé votre carrière de documentariste par un documentaire sur Patrick Devers déjà, il y a quelques années, et il vous a fallu y retourner tellement le sujet est riche, tellement cette personnalité protéiforme, tellement c'est un acteur sans fond finalement. Oui, j'avais fait un premier documentaire en 2003, qui était un peu plus classique, et je m'étais dit que j'y retournerais parce que tout simplement j'avais pas tout dit, il n'était pas possible de tout dire. C'est-à-dire que Mado Morin, sa mère, était encore en vie, et elle avait bâti une espèce de forteresse autour des secrets de famille, qui était, voilà, sous peine de diffamation, personne ne pouvait vraiment parler de l'enfance de Patrick Devers, et je savais que, c'est des choses que je savais, c'est des choses qui se savaient dans le milieu du cinéma, et on ne pouvait décemment pas comprendre le personnage ni son geste final, mais surtout le personnage dans son entier, sans avoir les clés de son enfance. Et donc c'était tronqué, c'est-à-dire que tous les documentaires, les rares documentaires qui avaient été faits sur Devers, on ne pouvait pas vraiment le comprendre sans avoir cette clé. Et donc Lola, que j'avais connue à cette occasion, donc déjà en 2003, qui était simplement interviewée dans le documentaire. Je l'ai donc connue à cette occasion, on est devenus très amis, on est restés amis depuis. Et elle m'avait dit, il faudra que tu fasses un jour un autre film sur mon père avec tous ses secrets d'enfance. Parce qu'elle m'avait dit, moi j'en ai marre qu'on me dise depuis des années pourquoi Devers s'est suicidé, il était fou, il était bipolaire, schizophrène. Pas du tout, c'était un enfant, enfin c'était un homme blessé. Et donc je l'ai appelé il y a un an, Lola, pour lui dire voilà, donc je suis prêt, je pense qu'il fallait qu'elle soit prête aussi. Ça c'était très important. Et je ne voulais pas refaire un film purement filmographique, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'humain. J'aime aller savoir ce qu'il y a derrière des personnalités. Et j'ai eu cette idée de lui proposer, de dire voilà, j'ai envie de faire comme une espèce de grande lettre d'amour à ton père, que tu feras à ton père, en allant gratter un peu le personnage. Elle m'a dit banco, j'adore, on y va.
Et elle m'a dit, par contre, je te laisse faire. Je n'écris pas, donc je te laisse vraiment tout faire, je te fais une totale confiance. Elle m'a dit, moi j'ai trois propositions par an sur mon père, je les refuse toutes, je veux que ça soit toi, je sais, voilà, tu trahiras pas le personnage et j'ai totalement confiance en toi, donc on est parti comme ça. Et il y a quelque chose d'assez bouleversant, c'est qu'on voit au début qu'elle sort du dossier des albums photos, elle a tout un carton qu'elle n'avait jamais ouvert. C'est-à-dire que quand son père est mort, quelques années après, il y a un huissier qui l'a appelé en lui disant « On a plein d'effets de votre père qui vont être vendus aux enchères. Normalement, je ne suis pas censé le faire, mais je vous appelle directement. Il y a une boîte. J'ai fouillé dedans, il y a des photos de famille, des photos de vous, de votre père, et j'ai envie de vous les rendre. » Donc cet huissier lui a rendu tout ce qu'on voit là dans le film. Et elle m'a dit, j'ai jamais pu les ouvrir. Quand j'étais le jour du tournage chez elle, elle m'a dit, je vais pour la première fois ouvrir les cartons. Donc elle a découvert l'album de photos, les partitions, tout ce qu'on voit, en fait, les lettres qu'il écrivait à sa femme. Et donc voilà, donc il y a eu plein de choses comme ça. Et c'était très important pour Lola de le faire, parce que Lola m'a souvent dit, voilà, dès qu'on parle de Devers, il y a tout l'autre clan, en fait, vraiment des clans chez les Devers, chez les Morins. Et il y a aussi le côté Miu Miu avec Angèle, donc c'est vraiment leur Devers, il ne faut pas en parler. Et là, elle m'a dit, moi j'en ai marre que mon père ne m'appartienne pas, en fait. Donc je vais enfin pouvoir être légitime et de me réapproprier mon père. C'était vraiment assez bouleversant. Et elle n'a pas vu le film jusqu'à la post-synchro, enfin jusqu'à la voix. J'avais fait une voix témoin au départ. Et elle a vu le film pour la première fois quand on a fait la voix. C'était très bouleversant pour elle, parce qu'elle découvrait plein de choses et des documents inédits. Mais, voilà, elle a vu son père en grand écran pendant 90 minutes. Alors elle m'a dit cette chose, elle m'a dit, grâce à toi, j'ai pu faire 40 ans de thérapie en 90 minutes. Donc c'est l'avantage du cinéma. Et elle m'a dit cette autre chose, elle m'a dit deux autres choses. Elle m'a dit, je vais peut-être enfin pouvoir dire papa, mot que je n'avais jamais dit. Et elle m'a dit, je pense, ça y est, c'est le film définitif sur Patrick Devers. Parce que jusqu'à maintenant, elle appelait son père Patrick Devers. Ce qui est marrant, c'est que ça fait écho à l'enfant de Patrick Devers lui-même, qui n'a jamais connu son vrai père, qui n'a jamais pu... Oui, sa vie est quand même très... voilà, vous avez vu, c'est comme un goulot d'étranglement. Tout l'a amené à ne plus en pouvoir. C'est cette photo qui était là, que Mado Morin lui a cachée, ne lui a jamais montrée, alors qu'il voulait savoir qui était son père, il voulait le voir. Elle a dit non, je ne te dirai pas qui c'est. Et il s'est précipité après chez un éditeur, quelques années après la mort de son fils, pour publier en plus un livre de souvenirs avec la photo de cet homme. Donc c'est assez terrible. Donc il y a eu ça, il y a eu évidemment les viols, il y a eu ce côté d'exploitation des enfants. Voilà, et c'est très étonnant dans la vie de Patrick Devers, sous contrôle de Jean-Jacques Heno, qui l'a très bien connu, c'est que j'ai l'impression que voilà, sa vie d'adulte est une répétition de ce qu'il a vécu enfant. Cette compétition avec Depardieu, c'est comme une compétition, il remet ses névroses à chaque fois sur la table, avec ses frères, il pensait toujours le dernier, le mauvais, le second, d'ailleurs je voulais pas être acteur. Quand on voit les films dans lesquels il se met, quand on voit Beau-Père, comment il a pu accepter un rôle pareil avec l'enfant qu'il est, enfin, il y va, quoi, il se met dans ces rôles-là. C'est d'ailleurs quelque chose, vous parliez de ces documents inédits, donc ces photos, on parlera peut-être aussi des enregistrements inédits que vous faites entendre dans ce film. Donc cette belle photo aussi où il est à la fenêtre et il regarde à travers un rideau qui est très belle. Mais ce qui est étonnant dans votre film, c'est on se rend compte combien finalement sa carrière est un documentaire, mais c'est même dit par Lola Devers, un documentaire sur sa propre vie. Quand on voit effectivement mon père, mais le mauvais fils, série noire, on a vraiment cette impression-là. Oui, c'est que... En fait, moi quand j'ai découvert Devers, je suis vraiment très honoré que Jean-Jacques Heno soit là aujourd'hui, parce que j'ai découvert
Patrick Devers et Coup de tête. J'avais 17 ans, il y a une cassette vidéo qui traînait chez mes parents. Pour moi, Devers, voilà, j'avais 10 ans quand il est mort. C'était quelqu'un d'assez sulfureux, d'assez glauque, c'était bizarre, il y avait toute une heure. Et puis j'ai vu ce nom, Patrick Devers, Coup de tête, j'ai enclenché la cassette, et là c'était un choc. C'est-à-dire que j'ai vu pour la première fois, moi j'étais déjà très cinéphile, je sortais, on va dire, de la nouvelle vague, et ça a été une claque parce que j'ai pas vu un acteur, j'ai vu vraiment quelqu'un qui ne jouait pas, qui jouait sa vie, et tout de suite j'ai senti qu'il y avait quelque chose derrière. Je me suis dit, ce type-là n'est pas comme les autres. Il est en train de jouer sa vie, il est en train de jouer ses tripes, et j'ai senti tout de suite dans ce film des failles, des névroses, parce qu'il est tout ce qu'il a pu jouer dans sa carrière, pour moi, il est dans Coup de tête. Il est sauvage, il est tendre, on a envie de le prendre dans ses bras, il est insupportable, il est drôle. Il y a toute la panette de son jeu d'acteur. Il y a toute sa personnalité, en fait. Oui, je pense qu'on peut que vous remercier finalement d'avoir proposé ce rôle de Patrick Devers, qui était, c'est vrai, dans des rôles des grands films, comme Série Noire, Le Mauvais Fils, mais peut-être Seul Coup de tête, et d'ailleurs Lola Devers le dit, c'est son film préféré, exprime toute la palette, toute la complexité du talent de Patrick Devers. Oui, et pour moi c'était absolument évident, mais quand j'ai insisté auprès de mon producteur, qui est un très très bon producteur, Alain Poiret était le producteur des films d'Houry, des films de Pagnol, énorme carrière de films populaires de qualité. Il voulait absolument Depardieu. Bon, j'expliquais que Depardieu était un personnage solaire, avec la violence nécessaire, mais il n'y avait pas le contrepoint de la douleur. Même si Gérard, en fait, à l'intérieur de lui, beaucoup de douleur, mais il ne l'exprime pas. Tandis que Patrick, il était totalement émouvant. On avait toujours envie de le prendre dans ses bras, sauf que quand on le prenait dans ses bras, il vous étouffait. Ou il avait envie de vous étrangler. Vous savez, l'image que j'ai, moi, de Patrick, après avoir finalement convaincu mon producteur que j'étais sûr qu'il allait s'arrêter, comme il est dit dans le film, je me souviens très bien que j'ai dîné avec lui dans un restaurant rue Arsène-Houssaye, près de l'Étoile à Paris, et je lui ai dit, Patrick, je ne peux plus me battre pour toi, parce que tu n'es pas assurable. Et que, évidemment, si vous ne pouvez pas assurer votre acteur, et si l'acteur tombe malade ou vient à mourir, le film s'arrête, et donc tout l'investissement tombe. Et là, je me souviendrai toujours de son regard fixe, longtemps, les yeux dans les yeux. Il m'a dit d'une petite voix, j'arrête. Et il a véritablement arrêté. Je n'ose pas imaginer la douleur que c'est parce qu'il était noyé dans l'héroïne. Et malheureusement, si vous voulez, j'ai connu le moment où, pour se préparer à Série Noire, il a fait Série Noire juste après Coup de tête, nous étions, on tournait une petite scène dans la gare de Meaux, une scène du film où il attend un train le soir, etc. Et il s'était préparé à dormir sur un banc. Il avait mis sa valise en dessous. Or, dans le scénario, il était marqué que prudemment, il mettait la valise sous la tête. Mon accessoiriste, là, tout à fait gentiment, c'est un homme adorable, il lui dit, Patrick, je ne veux pas te réveiller, mais on ne peut pas rester, avoir la valise là sous toi, il faut que tu la mettes sous ta tête. Alors, excuse-moi, je vais légèrement te soulever la tête, et je vois la scène, moi j'étais à 1m50 de la scène, à côté de la caméra, et soudain Patrick, qui avait recommencé pour une Série Noire à reprendre les substances qu'il aimait, dont il avait besoin, Patrick s'est détendu comme un faux ou comme un ressort. Il a foutu un coup de boule monstrueux dans la tête de mon accessoiriste. Et la première et dernière, j'espère, fois de ma vie, j'ai vu 5 dents ensanglantées tomber sur le talage. Alors évidemment, sidération absolue. L'accessoiriste, c'est son métier, reprend ses doigts, il les met dans sa poche, il les secoue un peu parce que c'est pour récent, et lui, c'est une cascade qui sort de sa bouche. Moi, je suis absolument consterné. L'équipe était consternée. Et Patrick reste là. Alors, mon chef opérateur lui dit, Patrick,
attends, excuse-toi, on t'a réveillé, effectivement, t'as pas fait exprès. Si, j'ai fait exprès, connard. Et l'équipe décide de faire grève. Et je ne peux pas faire autrement que d'approuver. Moi, je vais voir Patrick, je lui dis Patrick, c'est pas raisonnable. Mais enfin, je le fais très prudemment parce que je sais qu'il est intensément sous substance. Et puis, j'ai encore mes dents. Et donc, ça dure 3 heures, en plein milieu de la nuit. Hein. Les heures sont triples en nuit. Donc, j'ai le producteur qui, bon, vous imaginez. Et en fin de compte, Patrick, c'est moi qui dois négocier. Je lui dis, écoute, Patrick, ne fous pas dans la merde, va t'excuser, je sais très bien quel est ton réflexe. Alors il est allé voir le gars, il lui a dit, bon, alors ça va, je m'excuse, connard. Hein. Et on a repris le travail, parce que tout le monde l'aimait, Patrick. Et tout le monde le comprenait. Moi, les souvenirs, je t'ai raconté très vite. Pour moi, Patrick, c'était ce copain formidable. On avait le même âge, grosso modo. Et lorsque je le mettais en place, puis en scène, et que je faisais la première prise, dès que je disais couper, il me regardait avec un regard mais de petit enfant. J'étais son papa, soudain, j'étais le papa metteur en scène. Et il voyait sur mon visage que j'allais lui dire, bon, on va la recommencer, et là, il se jetait sur moi. Lève-toi. Il se jetait. Quoi? Elle te fait pas la scène? Moi, je ne peux pas le filmer, hein. Et Patrick, il a vu ses muscles. Moi, il me déracinait. Voilà, il me mettait à 5 cm. Et puis, imaginez que je l'ai monté de 5 cm. Voilà, il repose. Tu vas regarder la prochaine. Regarde là. Et voilà si vous voulez le rapport que j'avais tous les jours à chaque prise. Un autre petit truc que je peux dire aussi qui était très charmant, figurez-vous que pour une raison bizarre de grève de l'ORTF, on est obligé de changer. L'ORTF, c'était l'ancienne télévision française, et ils faisaient tout le temps grève, alors encore plus que la SNCF, encore plus qu'Air France. Et donc, un jour, j'ai la grève. Et ma script était adorable, elle vient me voir et elle me dit, écoute, comme la moitié de l'équipe, c'est l'équipe de l'ORTF, on est obligé de faire grève, et puis je t'ai pas dit, je suis pas seulement la représentante syndicale du FIP, je suis la représentante syndicale de toute l'ORTF. Mais elle me dit, mais attends, les copains et moi, on aime tellement le film, Patrick, toi, que on va venir. Oh, je la prends dans mes bras. Elle me dit, oui, mais on ne pourra pas travailler. Donc, mon producteur, Alain Poiré, apprenant ça, il a signé j'avais prévenu, j'avais dit, attention, avoir une équipe de l'ORTF, ça va être très dangereux, ils vont faire la grève. Ah oui, bon, alors il a mis un avenant, comme quoi on pouvait prendre des techniciens, pas de l'ORTF. Et en fait, il était amoureux du script. Et il me dit, le jour où il apprend cette grève, est-ce que vous accepteriez de rencontrer la petite Laurence, etc., qui est très bien pour la petite Laurence a rendez-vous avec moi le dimanche, chez moi, j'étais marié, hein. J'ouvre la porte, bam, je tombe amoureux. Je suis toujours avec elle. Voilà. Et donc, ça a fait une très grande connivence avec Patrick parce que lui-même était tombé amoureux, donc, à peu près en même temps que moi. Heureusement, pas de la même fille, sinon il ne serait pas là. Et chaque matin, avant les mises en place, on allait derrière les feuilles de décor et il soulevait sa chemise et il disait compte. Alors, 1, 2, 3, peut-être 3,5, disons. Non, tu déconnes, c'est une tigresse, elle a labouré le dos. Mais non, compte encore. Je dis non, là aujourd'hui il n'y en a que 4. Oui, hier il y en a des 6. Bah, oui, c'était hier. Donc voilà le rapport qu'on avait. C'est-à-dire que c'est pour... Mais je crois qu'il faut avoir ce rapport-là entre le metteur en scène et les acteurs. Si on n'a pas un rapport personnel, chaleureux, ben, l'acteur va jouer l'acteur et non pas mettre son âme ou son cœur dans le film. Je m'égare un tout petit peu, ce n'était pas la question. Mais bon, si vous voulez, voilà pourquoi on s'est entendu divinement
avec Patrick, alors il y a quelque chose qui me trouble dans le film, beaucoup. Ce que tu as eu l'élégance de ne pas dire. Alors, en vérité, contrairement à ce qui a été dit longtemps, Patrick n'aimait pas du tout mon confrère Lelouch, que personnellement j'aime beaucoup. Hein, bon. Mais j'avais rencontré Claude peu de temps avant la désespérance de la fin, et il m'avait dit Patrick, il est formidable, il est dans le film. Quelques heures plus tard, je rencontre Patrick qui me dit je ne peux pas supporter ce mec, c'est un film de merde, etc. Mais c'était grave, j'ai compris que c'était grave. Ils ne s'entendaient pas du tout. Et j'ai remarqué il y a quelques temps que Claude Lelouch dit maintenant que ça s'était très mal passé. Je l'ai entendu à la télé. Donc si vous voyez, il y a toujours un non-dit. Je pense que d'ailleurs Lelouch était tout à fait certain, lorsqu'on le voit interviewé à la mort de Patrick, que Patrick avait joué le jeu, mais il avait menti. Et moi, pour me dire une chose pareille, je savais bien qu'il n'avait pas menti. Il était très violent quand il m'a dit ça, il m'a dit des choses très désagréables. Moi, je lui ai dit, écoute, Claude est un metteur en scène très sincère, et je sais qu'il t'adore, etc. Ouais, mais enfin bon, vous imaginez ce qu'il a pu me dire. Donc, si vous voyez, moi je souffre quand je vois ça, parce que ça fait partie d'un milieu où nous sommes souvent obligés d'avoir plusieurs facettes, et qu'on croit parfois au mensonge de l'autre, parce qu'on a envie d'y croire. Bon, voilà. Ce qu'on voit dans le film également, c'est que Patrick Devers adorait son métier, c'était un grand professionnel, quelqu'un qui se donnait entièrement, et en même temps, on a toujours l'impression qu'il souhaitait en échapper, arrêter le cinéma, faire autre chose, de la musique. C'est aussi, enfin, moi, ce que j'ai appris en voyant votre film, je pense que beaucoup l'avaient oublié, qu'il souhaitait devenir chanteur à un moment, changer de vie. Ah oui, je crois que ça, c'est complètement vrai. Hein. Moi, j'étais convié à ces séances de musiciens, c'était calamiteux. Ah oui, ça marchait pas du tout. Qu'est-ce que t'en penses? J'évitais de me faire étrangler, mais je me disais, écoute, t'as encore des trucs à faire là. Et j'ai déjà, le disque, il est pressé un 45 tours. Il y en a eu 2. Ah bah alors j'en ai eu 2. Mais je crois que ça l'a beaucoup marqué, que ce soit d'ailleurs des bides, qui ne soient pas reconnus dans le milieu de la musique. Ça l'a beaucoup affecté. Enfin, dans oui, le milieu, c'était pas son truc. Autant il est fabuleux dans ce que tu as choisi, d'ailleurs, des extraits que tu as choisis. C'est complètement, moi, l'image que j'ai. C'est un type d'une incroyable tendresse qui, d'un seul coup, devient un meurtrier. Mais à la seconde près. Et je te jure que quand on a tourné la scène avec les notables, là, que tu montres partiellement, les acteurs, ils n'en venaient pas large. Hein. Ils n'étaient pas sûrs de ne pas perdre un œil. Parce qu'il était une soudaine violence. Cette violence qu'il contenait toute la journée, dans une scène comme ça, il la laissait exploser pour la beauté du film, d'ailleurs. C'était le rôle. Mais je dois dire que moi j'ai souvent eu pensé avec Patrick que j'ai eu probablement le meilleur acteur que j'ai eu à diriger. Pourtant, je dirigeais très bon. Mais lui, il avait quelque chose en plus. Il avait une âme, il avait ce mélange d'infinie tendresse. Il avait besoin d'être aimé, besoin d'être câliné, besoin qu'on lui dise qu'il était bien. Et puis, comme ça ne venait pas, il avait besoin de frapper, d'un seul coup, de se frapper, de se faire du mal. D'ailleurs, quand j'ai interviewé Blier m'a eu cette phrase, il m'a dit sa mort et sa signature. C'est-à-dire qu'il est mort comme il a vécu, il est mort d'impulsivité, c'est venu là, c'est un coup de tête. Oui, bien sûr. Et, un jour, je te l'avais raconté, j'étais allé chez lui, là, je ne sais pas vous dire combien de temps avant, mais quelques semaines, et je me laisse tomber sur le canapé, comme ça, on était de bonne humeur, moi aussi. Et il dit, alors, déconne pas, il y a un pétard là-dessous, il est chargé. Qu'est-ce que tu fous avec un pétard là-dessous sous ton fauteuil? Il dit, on ne sait jamais. Bon, au cas où. Bon. Et évidemment, comme j'ai reconstitué les morceaux après, j'ai d'ailleurs demandé à Mado Morin si elle pensait que je pouvais raconter cette histoire, et j'ai eu la permission, comme je crois l'avoir, de Patrick.
Je sais très bien ce qui s'est passé au téléphone. Je sais très bien qui a dit quoi à qui, pardon. Parce que parmi la bande de Coluche, j'avais mon casting directeur qui était très proche de Coluche et qui a assisté à la conversation. J'avais tout un tas de sources qui ont fait que, évidemment, ce moment m'a complètement bouleversé. Ceci étant, je n'étais pas infiniment étonné. Vous voyez, j'ai le souvenir, je ne sais plus à quelle occasion, moi j'avais eu un César ou deux, et Depardieu avait eu un César aussi, ce jour-là. On se retrouve au Fouquet, ça a montré une image. Quelques temps plus tard, je suis avec eux. Patrick me prend dans les bras, cette fois-ci avec beaucoup de tendresse, se met à sangloter, et avec des larmes qui inondent. Je m'étais acheté une belle chemise très chère chez Charvet, et il était en train de me mettre du rimel sur la chemise. Mais bon, j'étais bouleversé qu'il pleure comme ça. Et il disait quoi? Il me disait, t'as raison, et puis Gérard, il a raison, tu vois, je suis qu'une merde, moi, je serais jamais nommé. Bon, alors c'est pour ça qu'il pensait que la musique allait peut-être le révéler différemment. Alors que je pense pouvoir vous dire que nous, les metteurs en scène, on préférait Devers. Peut-être mes confrères ne se sont pas assez battus pour l'avoir dans les rôles qu'ils ont donnés à Depardieu. Depardieu, c'était facile, c'était financé immédiatement. Devers, il fallait se battre, quoi. Mais, si vous voulez, les sanglots de cette soirée-là, c'était inouï. Et Depardieu, il continuait, il disait, mais oui, t'es qu'un con, mais oui, t'es un mauvais, mais tu vois pas que t'es un mauvais, tu te regardes à l'écran des fois. Bon, oui, parce qu'il est comme ça, Gérard. Il le fait d'abord parce qu'il est sincère, et puis il a besoin de dire, lui, qu'il est le meilleur que les autres. Enfin, chacun a sa personnalité, c'est une personnalité formidable aussi. Mais disons que moi j'ai acquis cette immense tendresse avec Patrick, et c'est aussi, bien sûr, pour vous voir, mais aussi parce que, pour te voir, mais oui, je refuse la plupart du temps des invitations. Là, j'ai eu envie de venir pour Patrick, vraiment, parce que il y avait quelque chose de secret entre nous. Ce qu'il racontait là, c'est vrai que cette histoire de clé, j'étais étonné, j'ai découvert qu'elle n'était plus là, cette clé, mais ça fait 40 ans qu'il y avait une clé pour lui de ma maison, où il est venu tellement souvent se reposer, faire ce qu'il avait à faire, en tout cas. Voilà, donc mon cœur est resté très ouvert à Patrick. Et dans le film, vous dites que c'est un des plus grands acteurs avec lesquels vous avez travaillé, pourtant vous avez travaillé avec les plus grands acteurs du monde, et vous comparez Patrick Devers à Brad Pitt, parce que la programmation du festival est parfaite. Hier, il y a eu une nuit Brad Pitt, et ça tombe bien. Alors en quoi vous comparez les deux acteurs? Tous les deux sont d'un milieu modeste. Brad est d'un milieu de gens très pieux, de l'Amérique profonde, et Brad n'avait pas tout de suite compris ce qui lui arrivait. Il me disait tout le temps, mais attends, je ne comprends pas, parce que moi, il y a 2 ans, je vivais dans une caravane à Malibu, j'étais maître nageur. Et donc, si vous voulez, il y avait cette tendresse-là de gens qui sont un peu dépassés par leur destin. Et Brad est quelqu'un que j'aime énormément, parce qu'il a cette fragilité incroyable. Et cette générosité. Il est généreux, il est sincère, il est lui-même. Il était très inquiet sur ça. À l'époque où on travaillait ensemble, il était en début de carrière. Il était très inquiet sur ses capacités d'acteur. Il ne t'inquiète pas, tu rayonnes parce que tu as ça en toi, on voit ton cœur à travers les yeux. Alors que beaucoup d'acteurs sont amenés à prétendre. Patrick ainsi que Brad sont des gens qui, quoi qu'ils fassent, il y a une tendresse, il y a une gentillesse. On a envie d'être eux. C'est ça qui différencie une star d'un acteur, même d'un très grand acteur. Très souvent, les stars ne sont pas aussi bons que les très grands acteurs. Mais c'est eux qu'on regarde. Moi, je me souviens quand je faisais un chant contre chant, un axe sur Brad Pitt et l'autre axe sur David Toulis, un immense acteur anglais, pendant que je faisais la prise sur Toulis, je regardais Brad. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, ça vous aspire. Le jour où je rencontre Jude Law, il y avait un restaurant, il y avait 2 fois plus de monde qu'ici. Je monte l'escalier, je ne vois que lui.
Je vois que Jude Law. Et il était en train de lire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce d'aura qui se fait autour de certaines personnes. Et pour Jude Law, je me souviens, j'avais un plan dans le film Ennemi aveuglé, ce qu'on appelle Stalingrad en France. Il y avait un train qui arrivait. Alors je dis à mon chef opérateur, mon cadreur, qui était au bout d'une rue, je lui dis, alors tu vois, il y a des soldats qui sortent, il me dit, ils sont combien? 1000. Ah bon. Et d'un des wagons, il me dit lequel, je ne suis pas sûr, il y aura Jude qui va sortir. Il est évidemment en soldat comme les autres. Ah bon. Et alors je lui dis, au moment où tu le vois, on descend la grue, et puis tu serres sur lui au zoom, tu panoramiques avec lui, et on se relève, et les 1000 soldats vont vers les bateaux qui attendent sur la Volga. Et il dit, comment je le reconnais? Et je lui réponds, tu ne peux pas le rater. Et il ne l'a pas raté. Une prise. Voilà, c'est ça la magie. Alors peut-être qu'on va prendre des questions du public. Si quelqu'un souhaite poser une question à Alexandre ou Jean-Jacques. Oui. Alors, ah, il n'y a pas de micro. Oui, je n'ai pas assez de voix pour qu'il est plus fort. Je voulais un micro à 300 minutes. Vous me permettez un petit truc. Connaissant M. Ventura, le caractère de M. Ventura, il a dû se rabaisser un petit peu, non? Parce que sachant déjà le rapport qu'il avait avec Melville, donc par rapport à Patrick Devers, il a dû être un peu plus doux, non? Lino Ventura par rapport à Patrick Devers, non, à Duboulet. Je crois qu'il l'a vraiment adoré en fait. Et il y avait aussi ce rapport de Devers, comme avec Sauté, il y avait quelque chose de paternel, que Devers le respectait. Alors je crois que le premier jour, j'avais lu ça, c'est Gragne de Fer qui racontait ça. Donc Devers arrive en retard, et Lino, qui était à la seconde près, il dit, dis donc ton acteur là, il arrive quand parce que ça va pas le faire, je crois que là, je fais pas le film. Et donc Devers arrive, il se fait engueuler par Gragne de Fer. Et Lino le regarde avec des yeux, ça s'est très mal passé la première journée, je crois qu'il n'y a pas eu un retard, je crois qu'il était même en avance pour le reste du tournage. Lino Ventura a vraiment adoré Patrick Devers, vraiment. Il y avait un grand respect. Il y a une scène, on parlait de ça hier, c'est marrant, il y a une scène à un moment où Patrick Devers doit être essoufflé. Il doit monter les escaliers, parce que Lino Ventura prend l'ascenseur, et en gros il lui dit, toi tu prends l'escalier. Il monte et donc il doit être essoufflé, il doit arriver avant Lino Ventura, ouvrir l'ascenseur et en gros faire un jeté une. Et pour se conditionner, puisqu'il aurait pu faire genre je vais faire le mec qui est essoufflé, pas du tout. En fait, il a couru 15 fois autour du quartier, il arrive en sueur, complètement défait, complètement essoufflé, et il a ouvert et la prise est incroyable. Et ça, je pense que pour ça, il a eu le respect de Lino Ventura. Patrick Devers, qui était un grand professionnel, a dû impressionner aussi Lino Ventura par sa connaissance du métier. Mais Patrick Devers, dans l'imaginaire, c'est un acteur très français, mais c'est un acteur qui regardait beaucoup le cinéma hollywoodien, qui aimait beaucoup la méthode de l'acteur studio, qui se rêvait une carrière hollywoodienne. Donc c'est très marquant quand on voit votre film, de voir les similitudes. Finalement, on avait Hollywood un peu chez nous dans les années 70, cet engagement, on peut comparer à celui d'un De Niro ou d'autres. Ce contrôle de Jean-Jacques, je crois que quand il a failli avoir une interprétation à Cannes avec Série Noire, en fait, il rêvait de l'avoir, parce qu'il s'est dit, si je l'ai, ça y est, je fais une carrière américaine. Et il adorait, je crois qu'il adorait Pacino, et c'était vraiment, et il avait doublé Dustin Hoffman. Dustin Hoffman était aussi un de ses maîtres. Il avait fait la voix française de Dustin Hoffman dans L'Oréal, et dans un autre film, je crois, il rêvait de tourner aux États-Unis. C'était vraiment son rêve. Et le prix d'interprétation à Cannes, il l'espérait pour une nouvelle carrière. Je crois que c'est quelque chose qu'il a beaucoup d'ailleurs atteint, de ne pas avoir le prix à Cannes. Et oui, il y avait un profond respect de Devers pour ses acteurs.
quand on voit Série Noire, c'est vrai que c'est un film qui est complètement à la Scorsese en fait. Hein. Il y a quelque chose de violent au niveau du rythme, enfin c'était assez impressionnant. C'est une question pour Laurent Canet qui l'a bien connu. Est-ce qu'il était possible d'avoir des relations apaisées avec Patrick Devers? Est-ce qu'à des moments il arrivait à baisser la garde? Pardonnez-moi, mais j'entends assez mal parce que ici il y a... Pardon. Je suis très près de... Je disais pour vous qui le connaissiez bien, est-ce qu'il existait des moments apaisés avec Patrick Devers? Est-ce qu'il arrivait à baisser la garde à des moments ou pas du tout? Ah, je vais vous dire, non, il était constamment lui-même, avec toujours, si vous voulez, cette... et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de films que j'ai fait avec des animaux. Franchement, oui, mais vous savez, la nature humaine, elle est très voisine. Moi, j'ai failli être... Je ne devrais pas être là, j'ai failli être tué par l'ours qui était ma vedette dans le film L'ours. Parce que soudain, il rigolait plus. Et puis, il était gentil, on faisait des photos ensemble, et puis soudain, il a cru que je l'agressais, donc il m'a sauté dessus, essayé de me tuer. Bon, il n'a pas réussi. Et après, il m'a plus jamais regardé, il avait honte. C'était très attendrissant, si vous voulez. Et d'une certaine manière, ça me rappelait un peu Patrick. Vous voyez qu'il y avait honte de ce qui s'est passé avec Patrick de Dussac, qui était un journaliste que je connaissais au journal du dimanche. Ça a été abominable. Mais Patrick, il n'en démordait pas après. C'est juste avec comment je leur mère. Effectivement, quand on a sorti coup de tête, personne n'a parlé de coup de tête. Parce que Patrick était banni. Et il m'a écrit une lettre complètement tendre 2 ans plus tard, que j'ai retrouvée au fond d'un tiroir, qui est j'ai republié avec encore l'accord de René Morin dans un des DVD, une lettre d'une tendresse absolue. Il dit non, je suis bien con. Je regrette tellement de ne pas avoir fait la promo de ce film. Voilà, mais c'était Patrick. Il faut l'accepter tel qu'il était. Même dans les moments les plus affectueux, j'ai envie de dire, dans ma maison de campagne, où on pique-niquait le long de la petite rivière, il était tout à fait capable de péter un verre, de vouloir se battre. Il y avait toujours cette douleur. Mais c'est ce qui m'avait plu dans l'acteur. C'est des gens comme ça, vous savez, c'est des gens qui transportent avec eux une douleur. On ne peut pas être acteur seulement solaire. Il faut avoir la complexité de la vie en soi pour émouvoir. Et Patrick était incroyablement émouvant. C'est pour ça qu'il demeure après toutes ces années, et qu'on me dit, sans doute à juste titre, qu'il n'a pas été véritablement remplacé. Parce que autant de douleur, autant de souffrance, autant d'envie, parce que vous voyez ce qui se passait avec Depardieu, il aimait beaucoup Depardieu. Et Depardieu jouait de ça. Depardieu jouait du fait que Patrick l'aimait, il savait qu'il l'aimait, qu'ils étaient copains, donc il pouvait lui dire des méchancetés. Et Patrick pensait qu'il avait raison de lui dire qu'il était mauvais, puisque lui pensait qu'il était mauvais. Mais vous voyez, mais c'est un formidable matériau pour un metteur en scène. C'est pour ça que tous les metteurs en scène qui ont approché Patrick ont adoré Patrick. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui. Alors, une des grandes qualités de votre film qui a été présenté au dernier Festival de Cannes, d'ailleurs en avant-première dans la sélection Cannes Classique, c'est d'apporter aussi des documents inédits, ces bandes qu'on entend, ces enregistrements où on entend un Patrick Devers, un peu comme l'évoquait Jean-Jacques Hano, cash, disant les choses telles qu'il les ressentait. Ça, c'est un grand apport du film. Comment avez-vous pu avoir ces documents inédits? Alors déjà, je tiens à m'excuser parce que du coup, normalement, on entend très mal les inédits, là, les archives. Quand le film sera diffusé sur France Télé, ça sera sous-titré. Mais là, il y avait une version Cannes tout en anglais, ou alors aucun sous-titre. Donc du coup, les sous-titres ont sauté. Mais sinon, ça sera sous-titré parce qu'on perd des mots assez importants. En fait, quand je fais un documentaire, pour moi, c'est un peu une chasse au trésor. Donc c'est vraiment d'essayer d'aller chercher la pépite, la chose qui n'a jamais été exploitée. J'avais fait ça dans mon premier documentaire en 2003, où j'avais retrouvé une émission complètement perdue qui n'avait jamais été diffusée,
d'une interview réalisée par un Québécois 3 jours avant la mort de Devers dans sa petite cour, donc 20 minutes d'interview. Donc j'avais tissé le film avec ça. Et là, je me suis dit, il faudrait que je trouve des choses assez, totalement inédites. Au-delà des images de Lina, qu'on a rarement vues, voire presque jamais, je me suis dit, j'ai relu en fait toutes les interviews qu'il a données aux magazines Première, Ciné Revue, des magazines de l'époque, et j'ai contacté donc Marc Esposito, un journaliste de l'époque que je connais, et puis un autre journaliste qui s'appelle Bernard Alès, qui a réalisé les meilleures interviews de Devers, assez intimes, assez poussées. Je les ai relues, je les ai appelés. Je leur ai dit, moi quand j'étais journaliste, je faisais ça, j'enregistrais tout sur cassette, et je me suis dit, peut-être qu'ils ont leurs cassettes, en fait, ils ont peut-être enregistré, ils ont peut-être enregistré Devers. Donc je leur ai demandé d'aller fouiller dans leur cave et leur grenier, et ils ont retrouvé ces cassettes audio qu'ils m'ont envoyées. Et donc j'ai écouté des heures de rush, donc de off. Alors c'était de très mauvaise qualité. Donc moi j'ai pris ce qui m'intéressait, j'ai pris vraiment les pépites. Et puis après on a essayé vraiment de travailler, parce que là je pars de très très loin, hein, c'est totalement inaudible. Mais malgré tout, j'ai fait le maximum qu'on pouvait faire. Et je suis tombé sur des entretiens avec Devers, où il parle de sa mère, de son enfance, enfin des choses incroyables. Il y a même des choses où il va même plus loin, que j'ai pas pu monter. Et donc voilà, donc j'ai fait cette recherche. Voilà, c'était assez incroyable d'écouter tout ça. Il y a même un moment, voilà, pendant le montage, et cette fameuse interview, il parle d'Angèle, de sa fille, où il dit je la vois plus, mais c'est très, je l'aime, c'est la femme de ma vie, c'est ma bonne femme. Il y a un moment, l'archive va encore plus loin, j'ai pas tout monté. Et avec le monteur, on s'est regardé. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est-à-dire qu'il y a un moment, j'en ai parlé à Lola, elle me dit, mais oui, je sais que mon père était sur le fil. C'est-à-dire que, voilà, il y avait un rapport avec sa fille qui aurait pu être compliqué. Et Patrick Devers se retenait aussi dans ce qu'il dit, hein, dans cet entretien, se retenait d'en avoir la garde. Et il était on sent, à un moment il ne le dit pas comme ça, mais on sent que c'est ça que ça veut dire, qu'il peut potentiellement déraper, il a peur de lui-même. Toujours borderline, quoi. Alors, une question. Vous m'entendez bien? Oui, c'est toujours un plaisir. Merci de faire revivre Patrick Devers, qui pourtant je ne suis pas de sa génération, mais il me manque terriblement comme acteur. Il est irremplaçable, hein, c'est clair, c'est unique. Ça m'arrive parfois de me ressourcer dans YouTube, on trouve beaucoup d'ailleurs d'interviews de lui pour mieux le connaître. Et c'est étonnant de voir cet animal, la sincérité et l'universalité, l'intemporalité avec laquelle il parle. C'est-à-dire que souvent on a des intervieweurs qui parlent comme, j'ai tout mon respect pour François Chalet, mais avec une sorte de style emprunté. Alors, je suis à Patrick Devers, et lui, pas du tout, il est intemporel, il est une nature qui s'exprime. Et parfois il y a des questions un peu idiotes, et puis avec beaucoup d'élégance. Cette nature, sa sincérité fait qu'il écrase complètement le journaliste, et c'est merveilleux de revoir ces interviews et voir cette nature superbe, quoi. Et je me disais tout à l'heure, effectivement, combien il est irremplaçable. Et hier, j'ai vu un documentaire sur Jean-Claude Carrière qui présente des œuvres de Goya, et je me disais, mais c'est rare d'ailleurs les acteurs dont on revoit les films, comme on revoit une peinture de Goya, alors certes il n'existe plus, mais on va voir un Goya, et aujourd'hui on peut revoir un Devers. Et les acteurs dont on dit, tiens, je vais voir De Funès, un Belmondo, eh bien c'est pas si commun que ça. Je rends aussi hommage aux metteurs en scène qui savent utiliser ces formules-là, mais c'est rare les acteurs dont on dit, on va voir un Devers. Voilà. C'est une question? Ah bon? Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Si vous voulez, c'est vrai que
nous, notre travail de mise en scène, c'est d'abord le travail du casting, c'est-à-dire de savoir quelle automobile on peut conduire. Et évidemment, Patrick était une voiture de course imprévisible. On pouvait éclater un peu très rapidement. Mais c'est vrai que, si vous voulez, il y a l'opération du choix d'un acteur. Moi, je sais qu'au début, j'ai été metteur en scène très tôt, à 19 ans et demi, donc au début, je faisais des listes, essayais de comparer le regard, le charme, la position, la dentition, toute la connerie. Depuis, j'ouvre la porte, je sais que ça va me plaire ou pas. Je fais le casting en quelques secondes, parce que je réagis sur l'instinct. Mais parce que je suis aussi, moi-même, j'aime gérer l'instinct, qui peut être parfois extrêmement compliqué à canaliser, mais c'est ce que je préfère en tout. Parce qu'avec des acteurs comme Patrick, on a forcément quelque chose. Et quand je le revois dans d'autres films que le mien, ou dans le mien, c'est pareil. Il y a cette instantanéité qui est très très rare chez les acteurs, de pouvoir passer comme ça de la tendresse, du charme à une incroyable violence. À chaque fois, on se demande s'il n'a pas fracassé la tronche de l'acteur ou de l'actrice. Et c'était le danger, si vous voulez. Mais ça reste assez unique. Alors, il y a toute une génération, en particulier de Depardieu, qui essaie de faire des gamins. Mais Gabin avait cette violence incroyable, sauf qu'il ne faisait rien. Il ne faisait rien, sauf qu'on sentait à l'intérieur qu'il y avait une bombe atomique. Ventura, c'est un petit peu la même chose. Vous voyez, c'est des gens, moi je m'arrive de continuer à dire fais du gamin, c'est-à-dire ne fais rien. Ça s'appelle l'effet Kuleshov, si vous voulez. L'effet Kuleshov, c'est de demander à l'acteur, il ouvre une lettre, il apprend que sa fille est morte, il ne fait rien. Parce que nous, on souffre pour lui, et on souffre d'autant plus qu'il ne fait rien. Celui qui se voit comme ça, c'est du théâtre de boulevard. Il y a cette force-là, mais faut-il ressentir, il faut que l'acteur ressente cette douleur. Il y a un film formidable qui s'appelle Le Chat, qui a été vu avec Signoret et Gabin. Il est complètement admirable, Gabin. Donc, disons que Depardieu essaye plutôt de faire ça. Patrick, il n'a jamais tellement essayé de faire quelqu'un d'autre que lui. Il n'avait pas besoin d'inspiration, il avait suffisamment de contradictions à l'intérieur de lui pour puiser dans un aspect ou l'autre de sa personnalité. Et si vous voulez, c'est ça qui est terrible dans ce métier de mise en scène, c'est que très souvent, en France, en tout cas, les metteurs en scène écrivent ou co-écrivent le scénario, donc on a une idée très précise de l'acteur. Moi, je n'écris jamais pour un acteur, jamais, jamais, parce qu'il m'arrive parfois de changer, par exemple, au début, je démarre, j'ai un acteur qui a 30 ans, puis finalement, je m'aperçois que c'est lui qui est 18. Donc si je me dis, si j'ai écrit pour un tel, en plus de ça, écrire pour un tel, c'est très dangereux, parce que vous écrivez pour des films qu'ils ont déjà fait. Ce qui est important, c'est que vous proposiez à un acteur important quelque chose qu'il n'a pas fait. Parce que c'est pour ça qu'on est acteur. On est acteur pour être quelqu'un d'autre. Et si on est acteur toute sa vie pour être James Bond, c'est un ennui mortel, même si vous êtes très riche. Donc si vous voulez, là, l'intérêt, quand on fait le casting, c'est de deviner en quoi l'acteur que vous avez en face de vous aura envie de faire le rôle tel que vous l'avez imaginé. Voilà. Et c'est pour ça que beaucoup d'acteurs ne comprennent pas pourquoi on ne les prend pas, alors qu'ils sont bons, ils ont une belle carrière, etc. Mais en fait, il y a tout ce non-dit qu'on a à l'intérieur de soi, où on perçoit, en rencontrant la personne, que ça ne va pas complètement aller dans les méandres et les complications du personnage. Et donc, si vous voyez, alors la faiblesse, c'est de prendre l'acteur que les financiers trouvent bankable. Ça, c'est la faiblesse absolue. Et l'autre, c'est la seule faiblesse, d'ailleurs, il faut. Oui, c'est ça, oui. Alors vous avez le choix entre ne pas faire le film et le faire avec un acteur qui ne convient pas. D'ailleurs, on n'imagine pas une seconde de parler d'un coup de tête, surtout avec la scène finale. Mais bien évidemment, mais Depardieu est trop positif, il est trop rigolard, il est trop. Il fait semblant de posséder son destin. Je le connais suffisamment bien pour savoir que ce n'est pas le cas. Mais il refuse de faire ce que fait Patrick, c'est-à-dire d'aller
aller chercher sa douleur. Et Dieu sait s'il en a. Il se venge sur autre chose, sur la bouffe, sur autre chose. mais non, mais si vous voulez, c'est dommage qu'on n'ait pas réussi à aller chercher cette... Enfin, la preuve, moi non plus, je n'ai pas essayé de la chercher. Parce que c'est quelqu'un qui essaye d'être... Enfin, qui a l'habitude d'être la star sur le plateau. En fait, la star du plateau, c'est le film. C'est pas un acteur, c'est pas le chef opérateur, c'est pas le metteur en scène, c'est le film. Et s'il y a une personne sur le plateau qui veut s'approprier la gloire du film, c'est pas bon. Et Patrick, là-dessus, il était formidable. Il se mettait au service du film. Il mettait ses douleurs au service du film, pas d'autre chose. Et c'est pour ça qu'il est... Ce qui lui a permis de faire plein de premiers films. Pardon ? C'est ce qui lui a permis de faire plein de premiers films. Oui, bien sûr. Oui. Mais par affection, ça c'était sa vision, sa générosité à lui. Il voulait aider. Moi, c'était mon deuxième film seulement. Mais enfin, moi, j'avais eu l'Oscar sur mon premier film, donc ça changeait un petit peu la donne. Mais c'était quand même ça. Oui, je vous disais, on avait le même âge. Et on était en début de carrière. Moi, j'avais fait déjà 300 films publicitaires, mais c'est pas la même chose que de faire du cinéma avec une histoire. Voilà. Donc, une petite histoire. Une dernière question dans la salle, madame. Merci. Oui, moi je prends rarement la parole dans les rencontres comme ça, mais là j'ai simplement envie de dire que bon, j'étais ravie qu'il y ait dans le cadre du festival ce documentaire sur Patrick Devers, donc j'ai vu nombre de films, mais je tenais aussi, si j'ai demandé la parole, c'est pour vous remercier pour votre générosité, à la fois la sienne d'abord, bon là je ne vais pas reparler de tout ce que vous avez dit, il est fort bien. Et voilà. On vient d'abord pour soi, par rapport à son parcours, à ce qu'on connaît Patrick Devers. Et après, là, moi, j'ai l'impression d'avoir été très, très, très gâtée par la générosité, à la fois celle de Lola Devers, effectivement, bon, voilà, est-ce qu'elle a confié, par votre travail, la façon dont vous l'avez expliqué aussi, et pendant le film et après, je pense que ça nous a nourris. Très touchée aussi par la générosité de Jean-Jacques Hano. Bon, et c'est ça qui est magique au Festival du film, c'est-à-dire que bon, bah, ok, on sait qu'un tel est dans la salle, là on a vu aussi des films, bon. Et puis après, dans les propos qui ont été tenus, lorsque vous avez bien voulu nous faire partager après sur une forme d'intimité. Et je trouve que dans cette salle, qu'on connaît bien en tant que Rocher, qu'on connaît bien en tant que festivalier depuis pas 50 ans quand même, mais un certain nombre d'années, et je suis assez émue de cette intimité. Et en même temps, moi je voulais dire un mot sur le Café de la Gare, parce que j'étais en à l'époque, et c'est vrai que ça a réveillé des choses, ça a été des images fabuleuses. Enfin, voilà, le Café de la Gare, c'est vrai que tous ces gens vont découvrir. Moi, j'avais une amie qui était étudiante à Paris, j'avais quelques fois, on allait au Café de la Gare, et après, en tant que provinciaux, il fallait rentrer à pied parce qu'il n'y avait plus de métro. Mais ça fait rien, l'entrée, la roue, la soupe. J'avais des frissons parce qu'en revoyant ces images et ces séquences, Sautat, mon mari qui me dit c'était qui Sautat, bah, Sautat, on la voyait, Coluche aussi, sans savoir que... Et tous, enfin je ne vais pas les reciter tous, et ça c'est très, en parlant, j'avais des frissons, mais des frissons, voilà c'est bien, c'est-à-dire qu'en même temps vous nous permettez aussi de revivre un peu le film de nos vies, et non seulement, alors du coup nous on avait prévu d'aller voir d'autres films cet après-midi, je pense qu'on va retourner voir Coup de tête, et puis après, ça donne envie de continuer à chercher, une fois le festival fini, à continuer à avancer dans notre enquête. Voilà. Donc merci encore pour cette générosité à vous tous. Permettez-moi juste d'ajouter quelque chose, c'est que moi j'ai été à la première représentation de Café de la Gare, et que Patrick était à chier, Coluche était à chier, celui qui était formidable c'était Romain Bouteille, lequel Romain Bouteille, je l'ai fait énormément travailler, il avait une voix très particulière, rocailleuse. Et, pour de la pub, pour de la pub, tu l'avais pris? Oui. Non. Oh, non, il a fait plein de mes films publicitaires avec des voix off, parce que j'aimais justement cette voix, mais comme ça, c'est mieux avec de l'huile de sueur.
Et il était content parce que j'ai un peu contribué à les faire travailler tous en chantant la spontanéité de ces jeunes acteurs. Parce que c'est vrai qu'il y avait des moments assez lamentables, mais ils étaient gentils. Et puis de temps en temps, il y avait des éblouissements. Et je suis allé au Café de la Gare, une fois toutes les 2 semaines, pendant des années, et j'avais mon casting directeur qui s'appelait Mamad, et qui était, vous connaissez peut-être Mamad, qui était foldin, formidable, et qui évidemment était dans ce milieu, et c'est pour ça que moi-même, j'ai beaucoup bénéficié de leurs jeunes années dans des centaines de films. Alors moi, je mets des jeunes devant, là. Et je voudrais leur demander, parce que j'imagine, est-ce que vous avez déjà vu les films de Patrick Devers? Qu'est-ce que le personnage Patrick Devers vous inspire? Quand je suis à la Cannes, c'était très émouvant. La moitié de la salle était remplie avec des jeunes qui ne connaissaient pas Patrick Devers. Juste avant la séance, ils étaient sur leur téléphone, sur Wikipédia, pour savoir un petit peu qui était Devers. Et à la fin du film, ils sont venus, ils m'ont dit on adore Patrick Devers, on veut connaître ses films, on veut connaître le personnage. Et donc, ça me touche beaucoup parce que je me dis mission accomplie. C'est le but d'un documentaire, c'est d'en remettre une couche sur l'oubli et sur que les personnages puissent continuer comme ça de survivre. Et qu'est-ce que vous, ça vous inspire en fait? Déjà j'ai découvert Patrick Devers dans Un coup de tête. Et j'ai vu quelque chose après, et c'est tout. Enfin, c'est pas un acteur c'est pas notre génération du tout, donc c'est nos parents qui nous montrent ou si on découvre comme ça. Je ne connaissais pas du tout Patrick Devers à part dans les films que j'ai vus. Et c'est très intéressant de découvrir un acteur, non pas du coup dans les films, mais direct toute sa vie. Enfin, on va voir les films de Patrick Devers, on connaît déjà tout. Donc c'est... Est-ce que c'est un acteur qui vous touche, vous personnellement, en tant que dans votre jeunesse? Parce que j'ai l'impression que Patrick Devers, voilà, c'est une époque, mais il est, comme le monsieur disait, il a quelque chose d'universel et d'intemporel. Il a cette liberté absolue, cette sauvagerie, cette tendresse aussi de la jeunesse. Ouais, il est assez touchant, oui. Je ne me reconnais pas dans Patrick Devers, mais c'est intéressant. Personnellement, de voir ce documentaire, merci pour le documentaire. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, ce comédien, par sa sensibilité. Et je trouve qu'on peut facilement se reconnaître en lui. Car je pense qu'il a aussi des côtés, du coup, ce côté sauvage et à soi, ce côté tendre. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu et qui m'a donné envie de découvrir plus de films avec lui. Puis que je trouve que je ne connaissais pas plus que ça. Donc c'est pas non plus ma génération, c'est pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché, ce comédien. Bonjour. Eh bien, moi, j'avais vu Coup de tête quand j'avais 11-12 ans. Du coup, j'ai vu sa tête en mémoire. Je ne me souviens plus du tout du film. Je vais le voir cet après-midi. Et j'ai voulu voir le documentaire pour me rappeler de son visage, parce qu'il a disparu entre-temps. Et le documentaire m'a donné envie de le revoir, de voir plus de films de lui, notamment en série noire. Les extraits que vous avez montrés, il m'a juste choqué. Et puis voilà. Merci pour le documentaire. Merci beaucoup. Voilà, mesdames, messieurs, en direct, en différé, bien sûr, pour notre dernier rendez-vous de la 50e édition du FEMA, 50e édition du Festival La Rochelle Cinéma, avec ce grand moment, ce dernier moment que nous avons passé ensemble. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi tous ces reportages que je vous ai proposés à propos de ce festival. Donc n'oubliez pas, Patrick Devers, mon héros, passera film d'Alexandre Moix, réalisateur de ce docu, donc, que vous verrez donc en octobre sur France 2 avec la voix de Lola Devers. Et puis vous retrouverez Bertrand Blier, Jean-Jacques Hano qu'on avait eu ici en direct, Claude Lelouch, Brigitte Fossé et plein d'autres. Voilà, merci d'être de plus en plus fidèles, de plus en plus nombreux à suivre votre média Platine Web TV, que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Facebook. Je vous souhaite une excellente continuation. C'était Marcus avec vous et à très bientôt pour du cinéma. Au revoir.